Merci beaucoup d'être ici. Le quart d'heure syndical étant passé, nous allons pouvoir commencer cette réunion débat à propos de quelle campagne mener pour Mélenchon et pour les travailleurs. Cette réunion sera en deux parties. Une partie où il y aura deux introductrices, mes camarades à mes côtés, et une partie débat, donc, où l'inscription sera libre, juste un temps de parole de 4-5 minutes, histoire que tout le monde puisse s'exprimer. À ma gauche, oui, je confonds encore ma droite et ma gauche. À ma gauche, ma camarade Lucie, militante à la gauche révolutionnaire et membre de la direction nationale. Et à ma droite, ma camarade Leïla, qui est porte-parole de l'AGR, conseillère municipale pour la liste Décidons Petit-Quevilly, qui est une liste France Insoumise et populaire, et membre du Parlement populaire. Je laisse la parole donc à Lucie et je vous reparlerai de l'organisation pour la liste d'inscrits pour que tout le monde puisse parler sans qu'on se coupe la parole. Lucie, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc moi je vais commencer sur un petit mot sur la situation générale. Je pense qu'on pourrait commencer par un petit mot, par un petit retour sur ce que nous a, on va dire, conduit à le président en tout cas, Macron, durant ce mandat, durant ces 5 ans. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a des augmentations des loyers, des augmentations de prix, y compris des prix de biens de consommation courante, de l'essence, de la nourriture, dans l'alimentaire. Et pendant ce temps-là, nos salaires, ils n'augmentent pas. Les salaires sont bloqués. À Carrefour, à Mont-Saint-Aignan, les travailleurs m'ont dit qu'ils avaient une augmentation de 1%. Bon, 1% sur un SMIC, ça fait vraiment rien. Donc les salaires, ils sont quand même bloqués. Alors que l'inflation, de l'autre côté, elle est à 2,8% en février 2022. Donc en même temps que ça, on a des baisses, des aides, des APL par exemple, les logements, et le tout accompagné de mesures de la part de Macron, de la part du gouvernement, qui cherche juste finalement à nous diviser. Donc par exemple, là récemment, il y a eu l'attaque sur le RSA. Donc le RSA, sous prétexte de faire travailler 15 à 20 heures les gens au RSA. Donc on demande aux gens au RSA de faire une activité par semaine, ok, pour obtenir leurs aides. Donc les gens au RSA, pendant ce temps-là, du coup, ils passent pour des personnes qui ne font rien, en attendant de récolter de l'argent, qui profitent de leur situation, alors que le RSA, je rappelle, c'est vraiment même pas le seuil de pauvreté, hein, c'est la moitié du seuil de pauvreté, à peu près. Donc c'est pas des profiteurs ou quoi. Et aujourd'hui, il y a énormément de gens au chômage. On dit qu'il y a à peu près un emploi pour 6 personnes, ou un emploi pour 7 personnes à peu près. Mais à côté, il y a énormément de travail, visiblement, puisqu'on se retrouve à faire des... Bon, en ce moment, je suis au chômage, là. Mais les autres travailleurs qui ont du travail se retrouvent à faire des 39 heures, des 40 heures et plus par semaine, que ce soit chez les aides au domicile, que ce soit dans le secteur de la santé, en usine, en agricole, dans l'éducation. Dans énormément de secteurs, il y a des horaires de travail qui sont intenables. Donc, il y a du travail, visiblement. Mal réparti, mais il y a du travail. Pourtant, on ne le trouve pas. C'est très difficile, lorsqu'on est au chômage, de retrouver un travail. Alors pourquoi les gens au RSA trouveraient plus facilement que les autres une activité? Il y a une chose par contre, c'est qu'effectivement, les patrons, ça les avantage d'avoir quelqu'un qui n'est pas payé directement par eux, mais qui va être payé par l'État. Donc si jamais ils ont quelqu'un qui bosse gratuitement pour eux, mais qui est payé par l'État, eux, ils n'ont rien à dépenser. Et puis, ils ne vont pas s'emmerder ils ne vont pas s'embêter à embaucher quelqu'un en CDI, CDD, qui financerait eux-mêmes. Ce serait pas rentable pour eux. Donc ça, c'est encore une mesure qui avantage les patrons et au détriment des travailleurs et des travailleuses, et qui nous divise entre nous, de fait. Mais il y a la même chose pour les stagiaires, parce que les stagiaires en dessous de 307 heures, c'est pas payé. Les étudiants en alternance... il y a plein de personnes aujourd'hui qui subissent ce genre de situation déjà, de travail sous-payé, avec des patrons qui en profitent bien. Et toutes ces mesures-là permettent de nous exploiter encore plus, et on n'a pas de sécurité à l'emploi derrière. De l'autre côté, Mélenchon, ce qu'il dit, garantir une vie digne pour tous les travailleurs, blocage des prix, SMIC à 1400 net par mois, 100% de sécurité sociale.
garantie d'emploi. Ça, c'est des mesures qu'on peut proposer pour contrer celles de Macron aujourd'hui. Macron, c'est le candidat des capitalistes. C'est le candidat des multinationales, c'est le candidat des ultra-riches, en fait. Et il utilise, comme beaucoup d'entreprises, des cabinets de consultants pour prendre des décisions. Donc on a entendu parler du scandale de McKinsey. C'est pas les seuls cabinets de consultants qu'ils utilisent. Ce n'est pas leur cabinet majoritaire d'ailleurs. Notre gouvernement en utilise d'autres. Mais ils ont utilisé McKinsey pour prendre des décisions, y compris pendant la crise Covid. Donc on a vu ce que ça a donné, 5 000 lits en moins pendant la crise Covid, les infirmiers, les aides-soignants, enfin tout le monde, les hôpitaux avaient des blouses, à la place des blouses, ils avaient des sacs poubelles. Donc on a vu ce que ça a donné, les aides, la prise de décision, et des masques manquaient, enfin, il n'y a pas eu de levée de brevet pour les vaccins. Et il y a eu une autre réforme qu'on connaît bien, qui a été conseillée par McKinsey, c'est la réforme des APL. 5 € en moins. Sauf que les APL, ils sont versés à partir d'un certain seuil, 15 €. Donc ça n'a pas retiré seulement 5 €, ça a aussi retiré des appels à plein de gens, puisque c'était ceux qui avaient environ une quinzaine, 19 € d'APL, ça leur supprimait complètement l'APL. Cette mesure-là, de nous retirer 5 €, dans le meilleur des cas, ça a été facturé 400 000 € à McKinsey. Donc ils ont planché sur d'autres aides aussi, réforme des aides sociales, facturé 920 000 €, bonus-malus de l'assurance chômage, 327 060 €, etc. etc. Pension alimentaire, enfin, des chiffres exorbitants à chaque fois. Donc on ne prend pas appui sur la population, sur ceux qui ont vraiment les compétences, sur les services publics qui ont été supprimés pour prendre des décisions cohérentes. On va embaucher des cabinets de consultants américains, là d'ailleurs, celui-là, qui ne paye pas d'ailleurs un seul euro en France, McKinsey. Et on ne demande pas aux usines locales, on ne réquisitionne pas les usines locales, on ne les oblige pas à fabriquer des masques pendant la crise. On n'empêche pas des usines de fabrication, des bouteilles de gaz à réanimation de fermer pendant la crise Covid. On ne demande pas aux personnes qui travaillent dans les hôpitaux de combien de masques ils ont besoin, de combien de blouses ils ont besoin, etc. Toutes ces mesures qui paraîtraient logiques, cohérentes, on ne fait pas ça. On n'utilise pas les services publics. On va utiliser des cabinets de consultants. Alors, évidemment, nous, à cela, on oppose des revendications pour avoir des services publics fonctionnels, plus de moyens pour les services publics, puisqu'ils sont là. Donc, toutes ces choses-là peuvent être contrées. On pourrait utiliser les compétences qu'on a aujourd'hui dans les services publics encore. Voilà. Et les refinancer. Les remettre d'aplomb, on va dire. Aujourd'hui, il y a d'autres choses aussi. Est-ce que je peux savoir là? Je suis à 7 minutes. Merci beaucoup. Aujourd'hui aussi, il y a cet élément sur la crise en Ukraine. Donc il y a une guerre actuellement qui évidemment est terrible, comme toute guerre d'ailleurs. Les habitants se font bombarder. Et nous, on est évidemment contre, petite affiche là d'ailleurs, contre la guerre. Et on est évidemment pour stopper la guerre. Mais déjà, on ne peut pas faire confiance à Macron pour résoudre la crise. On ne peut pas faire confiance à ses dirigeants pro-capitalistes pour résoudre ces crises-là. Macron, il essaie de récupérer, de récolter les fruits de cette situation. Donc déjà, il est un peu monté dans les sondages. Ça fait un sacré boom à ce moment-là, dans la crise. Et il essaie de se faire passer pour un chef de guerre, pour la paix ou quoi, mais c'est pas le cas. C'est pas ces dirigeants, Poutine, qui vont aller vers l'arrêt de la guerre pour les droits des travailleurs. Même en fait, le dirigeant ukrainien, Zelensky, ce que je prononce bien, je sais pas, il prive finalement ses travailleurs de droits. Il a déclaré la loi martiale, donc interdiction des manifestations, de partis politiques, toutes ces choses-là. Donc on ne peut pas faire confiance à ces dirigeants-là pour arrêter la guerre. Nous, tous et tous ensemble, on doit être évidemment contre la guerre, contre cela. Mais même l'OTAN qu'on envoie, il participe activement à l'escalade militaire, à l'escalade de la violence, à l'escalade du conflit. L'OTAN, c'est pas une gentille association anti-guerre. C'est une coalition militaire.
Donc, nous, on est pour le retrait des troupes russes et on soutient les manifestants russes aujourd'hui qui manifestent dans leur pays contre la guerre. C'est important pour nous de les soutenir aussi. On est internationaliste et on est évidemment pour l'arrêt des bombardements. On pense que la population devrait pouvoir vivre en paix. Et nous, à la gauche révolutionnaire, avec Mélenchon, on est internationaliste. Le système dans lequel on est aujourd'hui, on vit, est international de fait. Enfin, le capitalisme est partout. Et nous, il faut qu'on ait une politique internationale pour le contrer. Dans tous les pays, les travailleurs, les travailleuses, ils ont des intérêts communs. On aspire quand même tous à vivre avec la démocratie, à vivre en paix, à ne pas se faire bombarder, à vivre avec des intérêts communs contre l'exploitation. Voilà. Nous, concrètement, on est pour l'entraide, la solidarité entre les organisations de travailleurs dans tout pays, dans les syndicats, et indépendamment des dirigeants, Zelensky, Macron, Poutine. C'est pas par eux que passera la libération des peuples et la paix. Merci. Donc aujourd'hui, le programme Mélenchon, je fais une pause, excusez-moi. Fin de la pause, merci beaucoup. Aujourd'hui, le programme Mélenchon, c'est le seul qui peut réellement challenger Macron. Jadot, par exemple, il est carrément Macron-compatible avec cette déclaration sur le capitalisme vert européen, etc. Pécresse, Zemmour, Le Pen, tous ces gens-là sont pour les cases des droits des travailleurs, sont pour la case des acquis sociaux, sont pro-capitalistes, ils sont pour les faveurs aux ultra-riches. Donc avec eux, c'est éducation privatisée, avec l'accès aux meilleures écoles, aux personnes qui sont déjà aisées, aux personnes qui ont déjà les moyens. Donc avec eux, on continue avec ce système de surexploitation de l'humain et de la nature. On permet seulement aux plus riches de faire des études. Et on va continuer évidemment du coup à avoir une main d'œuvre pas chère, peu éduquée, puisqu'on n'a pas accès, à des études, on n'a pas non plus de temps pour vivre. Zemmour, c'est un libéral, et quand il a dit un truc intéressant sur l'augmentation des salaires. En fait, quand Zemmour, lui, parle d'augmentation des salaires, il parle de baisse des cotisations sociales. Donc on augmente nos salaires bruts. Sur la fiche de paye, en fait, il n'y a pas de différence de version quoi. Salaire net. Voilà, merci. Sur la fiche de paye, le versement par le patron reste identique, mais on va moins verser de cotisations sociales. On appelle le charge social, mais on appelle ça des cotisations. Hein. Et c'est ça qui permet de financer la retraite, c'est ça qui permet de financer toutes les aides, le chômage, maladie, tout ce qui tient la solidarité aujourd'hui qu'on a acquis par les luttes, qui tient aussi avec ces cotisations sociales, on le baisse avec le plan de Zemmour. Donc auquel le salaire il peut augmenter sur le papier, et dans la poche aussi, c'est agréable, sauf qu'en fait, si on tombe malade, si on a besoin de chômage, si on a besoin d'aide sociale, on en aura moins. On n'en aura plus. C'est ça le but de Zemmour. Donc, Pécresse, elle est pour la suppression de 100 000 fonctionnaires. Bon, d'accord, 50 000 en plus dans la sécurité. Mais 200 000 en moins ailleurs. Le Pen, elle vote toutes les lois antisociales. Le Pen, Zemmour, Pécresse, Macron, ils ne touchent pas aux plus riches, ou alors ils leur donnent des aides. 100% des entreprises du CAC 40 ont touché des aides publiques et ils ont reversé quelques 93 milliards de bénéfices aux actionnaires, de dividendes, en 2020-2021. Et ces politiques-là, ces politiciens-là, ils utilisent tous le racisme, par exemple, pour opprimer encore plus une partie de la population, pour pouvoir l'exploiter encore plus et pouvoir le diviser. Et ils sont aussi tous pour des politiques qui sont répressives. Le vote Mélenchon, lui, ça peut permettre de marquer donc un point contre Macron, pouvoir donner un élan, montrer qu'on donne un coup de pied à Macron par ce vote. Si Mélenchon, par exemple, s'il va au deuxième tour, ça peut aider à dynamiser le mouvement des travailleurs, à aider à prendre cet élan, à se dire qu'on est capable de faire changer la société, qu'on est capable de changer la société par nous-mêmes. Ça peut être une frayeur déjà aussi chez les capitalistes, chez les ultra-riches,
chez ceux qui nous exploitent. Et nous, donc, ça peut vraiment nous booster en fait pour lutter contre nos patrons, pour lutter contre ces exploiteurs, pour lutter contre ces politiques ces politiques libérales. En 2017, on était à 600 000 voix, à quelques pourcents du second tour. Et aujourd'hui encore, c'est Mélenchon qui est le mieux placé à gauche pour arriver au second tour. Donc, bon, je sais, on entend parler du vote PCF, etc., qui a quelques pourcents aujourd'hui. Et il y a une proximité encore sur le programme Mélenchon. Malheureusement, en fait, les plus grosses ruptures entre le PCF et le programme Mélenchon, lorsqu'il y a des débats, discussions, c'est pas sur le programme, c'est sur la personnalité, c'est sur d'autres choses. Donc, nous, on appelle justement à avoir un débat commun, à avoir des discussions, et on appelle à voter Mélenchon, on appelle à voter pour ce programme qui, lui, a une chance de marquer un point contre Macron. C'est aujourd'hui finalement le seul programme cohérent, complet, chiffré aussi. Une mission sur le chiffrage qui était assez intéressante, je vous la recommande. Le chiffrage de la campagne, qui est en faveur des travailleurs, qui représentent nos intérêts. Donc nous, on appelle évidemment à voter Macron. Non, exact. Merci. Et faire campagne avec lui, donc lui Mélenchon. Mais super. Même s'il n'était pas élu à la fin, ou même s'il est que au second tour ou quoi, on peut au moins avoir un débat public, montrer nos intérêts, montrer nos aspirations sur la place publique. Voter Mélenchon, ça va être relever la tête, c'est montrer notre force, la force des travailleurs, notre capacité aussi à renverser ce système, à renverser le capitalisme, à construire une autre société. Donc Mélenchon, il dit un autre monde est possible, nous on dit oui, un autre monde est possible, le socialisme. Montrer le vote Mélenchon sur la place publique, montrer qu'on est des milliers à voter Mélenchon, non, peut permettre vraiment de mettre nos questions importantes au cœur des débats, et mettre nos luttes, nos aspirations. Donc il faut encore plus continuer à se mobiliser, encore maintenant, et même après le premier tour, continuer à se mobiliser, à faire campagne pour tous et toutes. Pour mettre ces questions au centre du débat. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie. Je passe la parole à Leïla. Merci Elena, merci à Lucie pour son intro. Donc, je suis Leïla Messaoudi, je suis porte-parole de la gauche révolutionnaire et je suis très contente de vous accueillir dans cette salle pour qu'on puisse utiliser le moment de cette campagne qui, je dirais, a commencé déjà pour nous depuis un bon bout de temps. La gauche révolutionnaire est membre de la France Insoumise et contribue à la France Insoumise depuis sa création, c'est-à-dire en 2017. Et nous avons donc fait la campagne précédente. Et il y a aujourd'hui une situation évidemment qu'a bien décrite Lucie, qui est une situation tout à fait particulière et que tout le monde ressent assurément, et qui donne à la campagne de 2022 à la fois beaucoup d'incertitudes, mais aussi des perspectives que je vais essayer de développer et qu'on a développées dans plusieurs de nos matériels. Bien sûr, notre journal que beaucoup de gens connaissent, puisque c'est un peu la figure publique de la gauche révolutionnaire, et c'est ce qu'on souhaite, l'égalité. Et puis aussi, les étudiants qui font des campagnes de distribution sur le campus. Ouais, attends, excuse-moi, je fais mon intro, puis après on peut discuter si ça te dérange pas, il n'y a pas de problème, au contraire, pour discuter. Et puis notre brochure qui résume beaucoup plus pourquoi on fait la campagne pour Mélenchon, puisqu'évidemment, tout se discute, il n'y a pas de sauveur suprême, comme dit une chanson qui nous tient à cœur, mais par contre, il y a des échéances qui sont importantes à saisir et pour lesquelles on ne peut pas se permettre, en tant que force politique, en tant que parti qui veut jouer un rôle avec évidemment la majorité de la population pour transformer la société de manière durable. Donc Lucie l'a dit, Macron c'est la retraite à 65 ans, Le Pen aussi, Pécresse aussi, Zemmour c'est la retraite à 67 ans. En face, Mélenchon c'est la baisse des prix et le blocage des prix, l'augmentation des salaires, le SMIC à 1 400 € net minimum, la retraite à 60 ans et le développement des services publics. Ces points-là sont des points essentiels et vitaux
ce ne sont pas des revendications révolutionnaires. Et c'est pas pour ça qu'elles ne sont pas importantes, elles sont vitales. Et rien qu'en les disant, c'est une bouffée d'air. C'est-à-dire que depuis 2 mois, on les entend. On les entend alors que depuis longtemps, et je ne parle même pas si on revient à des mobilisations plus anciennes contre la loi travail, mais si on parle plus récemment du mouvement des Gilets jaunes ou de la dernière mobilisation sur la question des retraites, la question de la justice sociale, comme c'est dit de manière un peu générale, c'est-à-dire de plus d'égalité dans la société, de plus de droits, est une question qui est revenue sur le devant de la scène, mais qui a été étouffée par la situation, évidemment, qu'on a connue avec le Covid, mais aussi étouffée de manière totalement volontaire par le gouvernement, par les gouvernements, que ce soit celui de Hollande et Valls précédemment, et bien sûr Macron qui a quand même fait ses œuvres de manière très disciplinée pour la grande bourgeoisie. Et sur les plateaux télé, longtemps on a entendu ces jérémiades d'un certain nombre de dirigeants politiques qui n'arrivaient plus à faire entendre une autre voix, ou bien qui ne le voulaient plus faute d'un programme. Et un élément pour nous qui est important dans cette campagne, c'est la discussion autour du programme. Et pour le moment, la candidature de Jean-Luc Mélenchon est clairement celle qui pose ce débat-là, c'est ce qu'a soulevé Lucie en relevant un certain nombre de points. Là encore, son programme n'est pas, pour ceux qui sont plus anciens dans la salle, très éloigné de celui de Mitterrand. Mitterrand n'était pas un révolutionnaire, et malheureusement sa politique l'a montré par la suite. Mais par contre, ça pose des discussions dans la société qui n'ont plus été mises sur la place publique de manière massive, ni malheureusement par les syndicats, qui sont aphones, et par les partis politiques qui font défaut aujourd'hui dans le camp des travailleurs et de la jeunesse. Et Mélenchon, avec le travail qui a été fait pendant ces 5 dernières années de la France Insoumise, qui est un travail de résistance plus bien sûr que d'offensive, puisque la France Insoumise ne s'est pas développée comme un parti ni comme une force massive qu'organisent les gens, c'est clair, et ça c'est bien dommage, mais par contre, elle a permis de maintenir un certain étendard et des idées fermes, à la fois sur la question de la politique de Macron et des capitalistes, mais aussi de rupture avec la gauche qui prétend l'être seulement aux élections et qui en réalité mène une politique, comme Lucie l'a dit, Macron compatible ou bien compatible avec la gestion des capitalistes depuis bien trop longtemps, et qui a d'une certaine manière fait disparaître le terme de gauche d'un vocabulaire clair politique. Et donc on est dans cette situation aujourd'hui, c'est une bouffée d'air qu'on est en train de vivre, et cette bouffée d'air, on veut que ça soit désormais un souffle qui nous porte plus loin. Bien entendu, l'offensive idéologique, elle est toujours là, l'offensive idéologique notamment raciste, qui n'est pas que idéologique, mais qui évidemment aussi a tendance à se développer du point de vue, en tous les cas, des forces politiques qui se présentent aux élections. C'est pas sûr qu'elle se développe dans la société de manière aussi massive que ce que Zemmour veut bien le dire. Mais les déclarations racistes, les monologues, je dirais peut-être plus d'ailleurs Zemmour raciste, ou les déclarations ultralibérales des uns et des autres, que ce soit de Pécresse à Macron, sur le salaire au mérite ou sur l'obligation de travail qu'a évoqué Lucie avec le RSA, sont tout autant des attaques contre nous et des coups de poing qu'on s'est pris. Donc, quel que soit le résultat du premier tour, la campagne de Jean-Luc Mélenchon, elle a déjà permis de faire l'écho de cette colère qu'on dit être partout, qu'on sent de manière individuelle quand on discute, ce ras-le-bol, mais c'est plus que du ras-le-bol pour toute une partie quand même des travailleurs et des jeunes qui ont subi de manière massive ces politiques directement dans leur vie quotidienne. La question sociale est bien la question centrale et ils n'ont pas réussi à cacher ça. Alors c'est clair, désormais, la candidature de Mélenchon, elle commence à faire mouche au-delà d'être juste un porte-voix de la colère. Elle commence à porter des questions d'unifier un petit peu tout ça, de canaliser une certaine colère dans le vote, qui évidemment est une canalisation un petit peu déformée, un petit peu réduite, puisqu'une partie des gens déjà ne peuvent pas voter, déjà les jeunes de moins de 18 ans, qui ont le droit de se faire exploiter mais qui n'ont pas le droit de voter entre 16 et 18 ans, et puis bien sûr toute une partie de la population qui n'a pas la nationalité française ou qui s'est vue retirer son droit au droit politique. Et Mélenchon fait mouche parce que ses intérêts, parce que ce qu'il met au centre de son programme et du programme d'Avenir en commun, qui n'est pas que son programme, qui est un programme beaucoup plus quand même large, c'est les intérêts de tous et de toutes sur les besoins essentiels. Or, ça fait forcément écho après la crise du Covid, parce que pendant cette crise, à l'échelle internationale, s'est révélé au grand jour le fait que le capitalisme n'était pas seulement un système que certains voulaient présenter comme imparfait, qui n'arrivait pas à satisfaire tout, mais un système qui
crée le chaos et qui favorise le chaos pour la majorité de la population. Alors je parle malheureusement pas assez des pays qu'on dit néocoloniaux, de l'Afrique, qui aujourd'hui n'est pas forcément seulement touché par le Covid, mais le Covid fait partie des autres désastres que le chaos capitaliste amène là-bas, et la révolte là-bas gronde sévèrement. On le voit régulièrement. La concurrence, elle a été partout pendant la crise Covid. La concurrence sur la production des masques, s'il a dit, la concurrence sur les respirateurs, la concurrence sur la recherche scientifique, qui est une aberration. Comment ça se fait que les scientifiques ne peuvent pas se mettre ensemble sans intérêt financier pour au moins essayer de réfléchir à des enjeux qui sont planétaires? Eh bien même ça, le capitalisme n'est pas en capacité de l'autoriser, puisque c'est bien ça dont on parle. C'est interdit par les lois de l'OMC quand même, hein. C'est pas juste parce qu'ils aiment bien se tirer la bourre entre scientifiques, hein. Ils ont peut-être certains la grosse tête ou certaines, mais pour autant, j'imagine que les intérêts généraux, ils y pensent aussi. Du moins, on va essayer de les rappeler ce qu'ils sont. Donc tout ça a joué dans le fait que le système capitaliste, qui était déjà très très mal vu par une majorité d'habitants sur la planète, soit de manière passive, soit dans les mobilisations altermondialistes, comme on dit, qu'on avait pu voir dans les années 2000, et bien là a pris corps dans un chaos absolument incroyable qui, comme vous le constatez, n'a pas vraiment fini. C'est-à-dire qu'on pensait qu'après cette crise, il se remettrait sur pied. On est un peu naïf, hein, on a tendance à penser que ça va revenir. Or, on constate que ça ne revient pas. La réalité, c'est qu'il y a une instabilité qui est maintenant la donnée stable de la situation. Je ne sais pas comment le dire autrement. Qui fait que d'une crise à une autre, ça s'enchaîne. Et qu'une guerre arrive après une crise Covid qui n'est pas complètement finie, si j'en juge par le nombre d'élèves que j'ai dans mes classes en ce moment, qui sont quand même bien réduits, parce que le Covid circule toujours, certes, mais parce qu'il n'y a aussi pas du tout de suivi de ça dans la situation. Alors, d'une crise succède à une autre, je le disais, une partie importante des travailleurs et des jeunes n'a pas oublié cette période de confinement, cette période où on était obligé de s'auto-autoriser à sortir, ce qui est quand même hallucinant quand on y réfléchit bien, même si évidemment on l'a fait de bon cœur ou de mauvais cœur, mais en tous les cas on l'a fait parce qu'on avait envie de sortir et qu'il fallait bien continuer à vivre, et que toute une partie des travailleurs et des jeunes, eux, continuent à bosser. C'est quand même un élément aussi qu'il faut noter. Nous devons aujourd'hui nous dire que face à ça, la question d'une autre voie face au capitalisme, elle est sous-jacente. Et le programme de Mélenchon, l'Avenir en commun, fait écho à ça. Il fait écho à ça et il donne des chiffres, il donne des mots, il donne des revendications qui sont des éléments qui permettent d'engager la discussion à nouveau sur pourquoi ce système d'abord n'est pas viable, pourquoi il est voué à nous emmener dans le mur, et pourquoi aussi le débat sur une autre société, dont Lucie a dit nous sommes marxistes révolutionnaires, nous sommes pour une société socialiste, c'est-à-dire une société qui est débarrassée de l'exploitation capitaliste, qui implique que dans cette situation-là, évidemment pour nous, il ne s'agit pas de savoir seulement si Jean-Luc Mélenchon va être président de la République, et le dernier président de la Ve République et le premier d'une peut-être nouvelle constitution, mais il s'agit bien de se dire qu'un élément qui serait extraordinaire, ça serait qu'il arrive au deuxième tour et qu'enfin on puisse avoir une confrontation programmatique à une échelle plus haute que ce qu'on a qui a manqué pendant le mouvement des Gilets jaunes, ce qui fait qu'il est parti en chaos, alors que la justice sociale a animé quand même une très très grande majorité des gens qui étaient dans ce mouvement, et qui continue aussi à être un problème dans les discussions, y compris dans les mouvements ouvriers, dans les luttes sociales qu'on a organisées, dans les grèves, où on voit bien que la question du programme n'est pas vraiment discutée. On fait grève, mais pourquoi on fait grève? On ne discute pas des revendications vraiment, parce qu'en fait on n'a plus l'habitude de ça. Or, la candidature de Jean-Luc Mélenchon, et c'est pour ça, je dirais presque en premier qu'on la soutient, bien sûr, il y a le fond, il y a quand même des choses qui sont nécessaires, mais c'est qu'elle met en débat des choses qu'on ne peut pas débattre à une autre échelle avant, qu'on ne pouvait pas, et que ça donne une dynamique qui est absolument importante, et c'est ces points-là qui, pour nous, sont cruciaux. Quand le programme de l'Avenir en commun met en avant la renationalisation des secteurs privatisés, l'arrêt de la casse des services publics ou des établissements publics, que ce soit le transport avec le démantèlement de la SNCF, que ce soit la création de pôles publics, comme dit le programme de santé, ou des pôles publics bancaires, nous on dit que ce sont des points positifs parce que ça pose la question évidemment de réinjecter
l'argent dans les services publics, c'est-à-dire dans une redistribution qui est nécessaire pour l'ensemble de la population. Mais on sait aussi qu'un pôle public, même fort, à côté d'un secteur privé qui continue à exister, qui fonctionne avec ses lois propres qui sont celles du profit, aura énormément de difficultés à exister. Et en fait, on n'y croit pas. On ne croit pas que ça peut être efficace, c'est pas qu'on ne veut pas. Enfin, si, aussi, mais on a l'impression que cet élément conjoint, en fait, à un moment donné, il faut bien se dire les choses clairement, à quoi sert d'avoir un secteur privé ? À quoi ça sert que les établissements, les cliniques, les hôpitaux se multiplient, qu'on soit obligé, qu'on ne puisse plus trouver par exemple au CHU de Rouen certains rendez-vous et qu'on nous envoie directement à Europe ou à Mathilde pour faire nos soins en nous disant bah non là en fait c'est mieux là-bas, allez-y, ou bien nous on fait plus ça et là-bas on a décidé de dispatcher les différentes activités. C'est pas ça qu'il faut, parce que le problème qu'on a après c'est est-ce qu'on peut nous payer. Est-ce que tout le monde peut payer ce qui est mis dans les secteurs privés? Et le secteur privé, fondamentalement, ne garantit même pas des meilleurs soins. En réalité, ce que l'on veut et ce que l'on pense, c'est que le secteur public, avec les moyens nécessaires, et c'est ce que dit l'avenir en commun, mais il ne va pas assez jusqu'au bout, parce qu'à un moment donné, Mélenchon le dit bien, hein, il le dit très bien, mais bon, évidemment, on va avoir une confrontation avec des gens qui ne veulent pas qu'on s'attaque au secteur privé. Certitude, les capitalistes, ils n'ont pas envie qu'on leur retire la clinique de l'Europe. Je suis même sûre que les grands chirurgiens qui encaissent les chèques quand on a les dépassements d'honoraires, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, eux n'ont pas spécialement envie qu'on leur donne plus les chèques de dépassement d'honoraires qu'ils oublient souvent, même quand ça monte à 15 000 balles dans une boîte. Les secrétaires le disent assez clairement. Mais pour autant, ils n'auront pas envie que ça s'arrête. Et la question, elle est comment on peut faire pour que l'argent aille au bon endroit et que ces éléments-là puissent être utilisés pour le bien de tous. Or, quand Mélenchon dit ça, on va se confronter avec les capitalistes, oui, mais la confrontation, comment on fait pour que cette confrontation, on la gagne? Et d'ailleurs, il le dit clairement, il ne dit pas que c'est lui tout seul qui va changer les choses. Et heureusement qu'il dit ça, effectivement, ce n'est pas sa personne qui va faire peur aux capitalistes, même s'il est casse-pied, pardon, même si il a une certaine efficacité évidemment dans ce qu'il dit, il a une certaine expérience, ça va sans dire, mais c'est bien en se posant sur la nécessité que les capitalistes soient dégagés de ces secteurs-là. Et nous, on est pour que ça soit mis en propriété publique et qu'il y ait pas un pôle, mais un monopole public. De la santé, du secteur bancaire, c'est des points cruciaux, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le secteur pharmaceutique, si je reviens à la crise du Covid, c'est quand même aberrant de se dire qu'on avait des usines, qu'on n'a même pas pensé que ça serait bien de les nationaliser, de les placer sous le contrôle de l'État, pour qu'elles puissent servir pour la cause commune, on va dire, qui était une cause commune extrêmement cruciale. Donc l'intérêt général, on le dit souvent dans les cours d'enseignement moral et civique, l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers. Ah bon? Bah là non, en fait. Pendant toute la crise Covid, ça n'a pas été le cas. Et on s'est pris de plein fouet. Donc, fort justement aussi, et le programme de l'avenir en commun va plus loin sur des points, va plus loin sur cette question de comment on se réapproprie la société, comment la société elle est plus commune. Vous savez, Mélenchon parle de la société d'harmonie. Je trouve que c'est une jolie formule, mais l'harmonie doit se développer avec des bases concrètes. Et là, c'est sur les bases concrètes que comment on va vers cette harmonie. Certains parlaient du communisme pour parler d'harmonie, puisque c'était une société harmonieuse sans classe, sans confrontation. C'est pas ce qu'il dit. Nous, on parle de la perspective d'une société socialiste où déjà les éléments qui sont en possibilité d'être mis en commun, c'est-à-dire l'ensemble de la société, placés sous le contrôle de la majorité de la population, qui contrôle et qui décide des besoins. On l'a vu pendant la crise Covid, Lucille a dit, les travailleurs de la santé, ils savaient ce dont ils avaient besoin on est capable de quantifier, on planifie, on passe notre temps à planifier tous quand on travaille et même dans notre vie quotidienne. Et on sait quels sont les besoins qui seraient nécessaires à l'échelle d'une entreprise. Les travailleurs de la chapelle d'Arblay dans l'agglo, ils savaient combien ils pouvaient produire de papier, comment c'était recyclé, comment c'était mieux de le faire. C'est quand même hallucinant là que cette usine ait été menacée de fermeture et soit finalement
redonné au privé par la bande avec Veolia, hein, même si c'est sous la procédure d'une remise d'une prise par la métropole. Donc on le dit sur la question de l'environnement, l'avenir en commun est un programme qui pose la question de la planification écologique. Et effectivement, c'est cette question-là qui est au cœur. On est pour une planification écologique, c'est-à-dire une planification qui prend en compte l'ensemble des aspects à la fois de la production pour les besoins de tous et en même temps du respect de l'environnement et de ne pas détruire plus. Mais on n'est pas pour que ça se limite à cette question-là, parce qu'en réalité, elle ne peut pas se limiter à cette question-là. On l'a vu, l'écologie, l'environnement est une question qui en fait traverse l'ensemble de nos vies, et en réalité, c'est bien la planification de l'ensemble des besoins et de la société qui est au cœur de la discussion pour se confronter et pour pouvoir contrecarrer le monde que les capitalistes nous laissent. Donc c'est une planification économique et sociale faite par la population, les travailleurs eux-mêmes, c'est ceux-là même qui sont capables aussi de savoir ce qui est le plus efficace et le meilleur, et aussi dans le respect des conditions de sécurité, notamment tout ce qui est la question du démantèlement du nucléaire. Les travailleurs du nucléaire, ils savent mieux que tout le monde les dangers. Et ils savent où il y a des pièces défaillantes dans les usines. Ils savent quels sont les problèmes. Et eux, ils ne sont pas spécialement pour que ça pète. Loin de là. Ils sont même très très inquiets et ils deviennent de plus en plus ceux qui alertent sur la situation tellement les choses sont catastrophiques dans ce système. Donc la campagne de Mélenchon, c'est une campagne qui est riche et toute la prochaine semaine va être évidemment importante. Alors il risque d'y avoir des attaques un petit peu plus conséquentes contre Mélenchon, puisqu'il est quand même en capacité de faire que Le Pen soit pas au deuxième tour, ce qui serait quand même déjà quelque chose d'assez positif, plus que ça même. Et elle aborde énormément de choses, énormément de possibilités qui nous permettent de discuter dans l'Union populaire. Donc je suis membre du Parlement de l'Union populaire pour la gauche révolutionnaire avec un camarade de Paris. La discussion dans le Parlement de l'Union populaire, j'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail, mais s'il y a des questions, je pourrais volontiers y répondre. C'est vraiment à la fois d'avoir été au-delà de la France insoumise et qu'il y ait des gens qui rejoignent de secteurs, des syndicalistes, des gens qui sont issus des luttes, des artistes, des auteurs, bref, et en même temps d'avancer vers une nouvelle structuration. Il est clair, alors c'est pas très clair ce que devient la France insoumise, pour dire quand même un peu les choses clairement, j'en sais pas plus que les autres, mais par contre, il y a une vraie volonté qu'après cette campagne, quelque chose reste, et pas juste pour les élections législatives si on n'a que des pensées électorales, même si évidemment ça sera une donnée, mais qu'il y ait quelque chose qui reste dans la situation. Bien entendu, que ce soit parce que la campagne de Mélenchon permet d'aller au deuxième tour, mais que toutes les forces capitalistes s'unifient, ce qui sera le cas pour voter contre Mélenchon, ou bien évidemment un cas moins probable, mais qu'il passe le deuxième tour et qu'il soit élu, Jean-Luc Mélenchon. Et là, la question de l'union populaire et la question de l'organisation en forme politique, là aussi, se pose sous la forme d'avancer vers la construction d'un parti. Nous, on est depuis le début pour avoir le cadre le plus large pour militer ensemble sur des points très précis. Donc c'est pour ça qu'on est dans la France insoumise avec une autre réalité, comme il y a d'autres forces politiques, le parti gauche, par exemple. On amène notre programme, on discute de cela quand on en a l'opportunité et la possibilité, comme un moyen de faire avancer la perspective, puisque évidemment, nous, le mouvement France Insoumise nous semble beaucoup trop vague, pas tant seulement sur le programme, mais aussi sur la structuration, le manque de démocratie, de discussion, de décision, qui sont des éléments qui sont quand même cruciaux si on veut avancer à un moment donné. Les gens se retirent plus vite d'un mouvement s'ils n'en ont aucune prise dedans. C'est-à-dire s'ils ne payent pas de cotisation, s'ils n'ont pas de réunion, s'ils peuvent juste cliquer, ils peuvent décliquer aussi et puis partir. Et donc ça devient quelque chose de trop éphémère et de trop pas assez efficace pour la situation qui va venir. Or, si on a un Jean-Luc Mélenchon qui arrive au deuxième tour, qui fait un très bon score, Macron, il sera, si c'est lui qui est aussi, ce qui reste d'être le cas, il ne sera pas dans la même situation si ce score est très élevé et qu'il y a une force politique qui sort de cette campagne
et qui dit nous, maintenant, on est en ordre de bataille, bien sûr, pour contrecarrer toutes les politiques. Et la première, c'est la question des retraites, mais aussi de l'ensemble des mesures qui ont été annoncées par Macron, comme ces promesses chatoyantes dans l'éducation, puis dans la santé, de démantèlement de ces points-là. Et c'est ça qui est important aussi dans cette campagne, et c'est pour ça qu'il faut, enfin, les camarades de la France Insoumise et un certain nombre d'autres, on milite beaucoup sur le terrain, discute avec beaucoup de gens. Il faut aussi que dans cette période-là, tous ceux qui souhaitent lutter, qui souhaitent s'engager, qui souhaitent discuter, eh bien, se saisissent aussi de l'occasion de le faire dans un cadre. Et pas seulement en relayant certains points, comme on peut avoir malheureusement trop tendance à faire dans la situation. L'élan peut être bien plus tumultueux que juste le vote pour un seul candidat, puisque le vote est quand même un acte assez passif, dans le sens propre du terme, même s'il n'est pas toujours facile à faire pour toute une partie des gens les plus dégoûtés, et que ça reste quand même beaucoup de gens, notamment de travailleurs et de jeunes, à convaincre qu'il y a un enjeu, qu'il y a un intérêt, même juste tactique, même s'ils n'aiment pas Mélenchon, enfin voilà, c'est pas le problème. En général, d'ailleurs, c'est pas ça qui se discute, c'est plus le dégoût qui domine la situation. Alors, l'unité derrière cette campagne, c'est un point crucial, c'est cette envie aussi qu'une partie voilà, des travailleurs, des jeunes, de la majorité de la population se pose la question, est-ce que là c'est le moment peut-être d'y aller? Et c'est vrai que dans cette semaine qui vient, dans les semaines qui viennent, peut-être dans les 3 semaines qui viennent, on peut espérer, il va y avoir un enjeu à faire basculer ça aussi. Oui, c'est le moment d'y aller, pas les yeux fermés, mais d'y aller consciemment pour mettre en discussion tout ce qu'on veut discuter. Et c'est pour ça que l'on y va. Nous, on n'est pas pour une union de la gauche qui serait une union de la gauche qui signifierait s'allier avec des gens qui sont un peu contre Macron, mais que le dimanche quand ils sont sur la place publique, et les autres jours qui valident une grande partie de cette politique. L'avantage de la campagne de Mélenchon, c'est qu'elle a été très claire dès le début. On est pour l'unité à la base. Il appelle toutes celles qui souhaitent l'unité, quel que soit leur courant historique ou les idées auxquelles ils adhèrent, de rejoindre, y compris de voter, et de poursuivre la bataille des idées, des discussions, dans l'action. Parce que discuter autour d'une table à l'écart, juste pour négocier des places des élections, ça ne sera pas ça qui nous portera, ça c'est une certitude. Et donc, aujourd'hui, on a la possibilité de bloquer les candidatures de Le Pen, de Zemmour et de Pécresse, c'est-à-dire ces candidatures ultralibérales, xénophobes et racistes, avec un petit dégradé, on va dire, temporaire, et de discrimination sexiste et sexuelle. On a aussi la possibilité de marquer le fait que le camp de ceux qui résistent face à Macron, c'est le camp de ceux qui se battent pour les intérêts généraux de la classe ouvrière et de la majorité de la population, et que d'une certaine manière, les scores qui sont attribués dans les sondages à Hidalgo notamment, c'est des scores qui en disent long. Alors ce sont que des sondages, peut-être qu'elle sera un peu au-dessus, c'est pas le débat, mais le vraie discussion, peut-être qu'elle sera en dessous aussi, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça, je suis toujours très naïve, mais le point quand même, c'est de se dire que c'est toutes ces forces qui ont abandonné l'idée depuis longtemps maintenant, puisque ça fait longtemps qu'ils ont accepté de gérer les affaires pour les capitalistes, ils ont abandonné l'idée de se battre pour un changement de société. Et c'est bien la discussion aujourd'hui qu'on a, y compris avec Jean-Luc Mélenchon ou avec les gens qui militent avec lui, autour de lui, on va dire, c'est cette discussion de comment on change la société. Et cette discussion, on peut l'avoir tout en militant, tout en faisant campagne, tout en ayant une activité. Nous, on est tout à fait ouverts à cela. Et bien sûr, le choix qui a été fait par des forces qui sont plus à gauche que Jean-Luc Mélenchon, j'en veux par exemple le NPA, mais aussi des forces, alors, si je peux les qualifier plus à gauche comme le Parti communiste, d'aller seul aux élections sont des choix qu'on respecte. C'est tout à fait leur droit, et on ne pense pas qu'il y ait de votes inutiles pour le camp des travailleurs. Par contre, on pense qu'il y a un vrai désaccord sur la manière dont on peut construire cette force, ce parti de masse des travailleurs pour le socialisme. Et c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Nous, on est marxistes révolutionnaires, la gauche révolutionnaire, on voit bien dans notre nom qu'on n'est pas tout à fait
comme ce que propose la France Insoumise et Mélenchon. Et on est sur une idée très très claire que cette question d'un nouveau parti de masse des travailleurs, elle doit se discuter largement. Or, en ce moment, là, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que la discussion est vraiment possible à une échelle beaucoup plus large parce qu'il y a les élections présidentielles, c'est une réalité, et qu'on doit utiliser ce moment-là. Et les camarades du Parti communiste et les camarades du LPA, finalement, ont une démarche sectaire de se replier sur une candidature, certes, qui va dire des choses qui sont pas fausses, mais qui n'ont pas cet objectif d'utiliser la campagne, pourtant ils l'utilisent comme voilà, une tribune, pour pouvoir renforcer leur camp. Qu'est-ce qui empêchait ces forces-là de faire campagne pour Mélenchon, y compris hors de l'Union populaire, hein, ils ne sont pas obligés de rentrer dans la structure, pour pouvoir pour dire ce qu'ils avaient à dire à côté d'un soutien à la candidature de Mélenchon. Ça aurait porté les choses, mais ça en dit aussi long sur tout le travail qu'on a à faire de convaincre que cette bataille-là, c'est une bataille qui se fait de manière ferme, c'est-à-dire que nous, on n'a pas dévié de notre programme, mais en même temps souple sur le fait qu'on a besoin d'en discuter le plus largement et que c'est ça qui peut permettre une discussion et une accélération et de ne pas se reprendre des défaites pour la classe ouvrière et pour la majorité de la population. C'est pour ça que je vous invite à faire campagne avec nous dans les dernières semaines, à discuter bien entendu avec nous de toutes les possibilités. J'espère que je n'ai pas été trop longue et puis je vous remercie de votre écoute.